Maintenant que le fonctionnement des permissions Unix standard et le fonctionnement du masque sont bien compris, on peut aborder les permissions spéciales. Ces permissions sont aussi appelées permissions étendues. Elles apportent des solutions dans les cas où les permissions standards sont insuffisantes. Je tiens à faire remarquer que le terme permission n'est pas forcément le plus adapté pour désigner le fonctionnement de ces nouveaux mécanismes. En fait, les permissions étendues ne rajoutent pas à proprement parler de droits des utilisateurs. Elles modifient plutôt le comportement des permissions standards. Les permissions spéciales sont au nombre de 3. Le setUID, le setGID et le StickyBit. On ne s'intéresse dans cette présentation qu'au SUID, aussi appelé setUID, et au SGID, aussi appelé setGID. On laisse de côté le StickyBit qui est moins souvent utilisé. Les permissions setUID, setUserID et setGID, setGroupID sont associées à la permission exécutée. Elles sont donc généralement placées sur des programmes exécutables. Lors de l'affichage des permissions avec la commande ls-l, on voit que le setUserID est placé car un S remplace le X de la permission exécutée. Première chose à bien retenir, le SUID et le SGID ont un comportement différent selon qu'on les place sur un fichier ou sur un dossier. Examinons le cas où le SUID, le setUID ou le setGID est placé sur un fichier. On va se limiter, dans un premier temps, à l'étude du cas où on n'aura que le setUserID, donc le setUID, ou aussi appelé le SUID. Lorsqu'un utilisateur lance un programme sur lequel on a placé la permission setUID, tout se passe comme si c'était le propriétaire du fichier qui exécutait la commande et non pas l'utilisateur en cours. Je vous laisse méditer quelques petites secondes sur cette phrase avant de passer à une petite démo. Durant cette petite démo, nous allons voir concrètement l'effet de placer la permission setUserID sur un fichier. Donc nous avons toujours notre même machine que l'on a depuis le début de cette présentation. Donc on a une machine Linux sur laquelle on a plusieurs utilisateurs qui ont été créés. Et nous allons nous intéresser à faire quelques tests en utilisant VIME qui permet d'éditer des fichiers. Donc là, je me place en tant que user 1 et imaginons que je lance la console VIME. Donc, hop, je change de session et je vais regarder la liste des permissions des processus qui sont actifs. Donc pour cela, j'ai la commande psaux. Je peux même filtrer en utilisant grep. psaux, je fais un pipe, je renvoie la sortie standard vers l'entrée standard de grep et je mets par exemple VIME. Donc on voit, si j'analyse le résultat, tout à l'heure on avait la liste de tous les processus. Là avec mon grep, j'ai plus que les processus qui contiennent le terme VIME quelque part, donc il va me renvoyer 2 lignes, cette première ligne et bien sûr la commande VIME, grep VIME elle-même. Donc je regarde un petit peu, donc on a le processus VIME, le logiciel VIME qui est lancé et qui est la propriété de user1. C'est normal, hein. Lorsque je l'ai lancé ici, c'est bien user1 qui l'a lancé. On est toujours avec notre utilisateur user1 maintenant. Imaginons que cet utilisateur crée un fichier VIME, on va l'appeler fichier user1 sans SUID, setUID. Ok, je fais test et je sauvegarde. Je vérifie juste, hein, on peut refaire un petit coup de commande psaux grep VIME. Donc on a la commande qui a été tapée ici, on voit le résultat de la commande, hein. On voit qu'on est en train d'utiliser VIME pour éditer le fichier 1 setUID et que c'est bien user1 qui le fait. On voit ici entre autres le numéro de processus 71 117 qui est différent du numéro de processus que l'on avait utilisé précédemment. Ok, je teste et je sauvegarde. Je fais un ls-l et je regarde un petit peu. On a bien donc notre fichier user1
sans setuid avec les permissions rw, rw, r. Pourquoi? Parce que si je tape le masque par défaut, on doit avoir un masque de 002. Maintenant, imaginons qu'on fait la même chose, mais qu'on va placer la permission setuid sur le programme VIM. Donc dans un premier temps, il faut que je sache où est ce programme. Pour savoir où se trouve la commande VIM, je tape where is VIM. On voit que VIM est à plusieurs endroits. Dans user bin VIM, c'est là où on doit avoir l'exécutable qui doit être présent. Donc je fais un ls-l /user bin VIM. On voit que le logiciel VIM, la programme VIM, appartient à root, groupe propriétaire root, et a les permissions rwx, r-x, r-x. Imaginons que je place le setuid sur ce programme. Je fais chmod, u pour user, pour dire que root aura la permission +s pour suid, user, bin, VIM. Lorsque je refais la commande ls-l, je note l'affichage de la console a un petit peu changé. La console me signale qu'on a un programme qui est setuid, et je vois ici que j'ai un petit s à la place du petit x que l'on avait précédemment, qui va m'indiquer que j'ai placé le setuserID. On note qu'on n'a pas le setGID de placer. Pourquoi? Parce que le petit x associé au groupe n'est pas transformé en petit s. Ok. Donc imaginons maintenant que j'utilise la commande vim pour créer un fichier user1 avec setuid. Okay. Imaginons que je revienne dans ma console avec root et que j'affiche la liste des processus actifs sur le système. Qu'est-ce que je constate par rapport à l'étape précédente? Là, je suis bien en tant que user1 quand j'ai lancé la commande vim. Par contre, lorsque je regarde la liste des processus, ce processus n'appartient pas à user1, mais il appartient à root. Pourquoi? Répondons à cette question du pourquoi. Eh bien, c'est tout à fait normal si on revient un petit peu à la définition. On a dit, lorsqu'un utilisateur lance un programme sur lequel on a placé la permission setuid, tout se passe comme si c'était le propriétaire du fichier qui exécutait la commande et non pas l'utilisateur en cours. Ici, si je regarde, le propriétaire du fichier vim, c'est root. L'utilisateur en cours, c'est bien user1, mais la définition nous dit que lorsqu'on a le suid qui est placé, le setuserID, comme dans ce cas ici, ce n'est pas l'utilisateur qui lançait le programme, mais tout se passait comme si c'était le propriétaire du fichier qui avait lancé le programme. Et donc, ici, mon programme vim, lorsque user1 le lance, en fait, c'est comme si c'était root qui le lançait. Et si je regarde ce fichier user1 avec setuid, imaginons que j'insère quelque chose, j'enregistre. Si je fais un ls-l, regardons un petit peu les différences. Dans un cas, le fichier sans setuid, on avait rwr pour user1 et user1. Par contre, le fichier avec le setuid, qu'est-ce qu'on constate? Ce fichier n'appartient pas à user1, il appartient à root. Pourquoi? Lorsque maintenant n'importe quel utilisateur va lancer vim, le processus vim va s'exécuter avec le compte du propriétaire de vim, c'est-à-dire root. Question supplémentaire, quelle peut être l'utilité d'un tel système? Dans quel cas on a besoin de ça? Examinons un cas véritablement concret, parce qu'il faut quand même être clair que dans vim c'est pas utilisé, hein. Donc même pour des raisons de sécurité, il vaut mieux ne pas laisser le setuserID placé sur un fichier. Donc u-s /user bin vim. Je vérifie. Ok. J'ai bien enlevé la permission setuserID et je suis revenu avec mon petit x à la place du s. Donc, dans quel cas ça est véritablement utilisé? Eh ben, allons voir le cas où l'utilisateur user1, par exemple, essaye d'aller voir le contenu des fichiers des mots de passe. cat etc shadow.
on voit qu'on a une permission non accordée. Donc là, je suis en simple utilisateur, j'ai pas le droit d'aller voir. En tant qu'utilisateur root, ici je suis bien root, cat etc shadow, on voit la liste des mots de passe. Enfin, alors c'est pas les mots de passe, hein. C'est un hash bien sûr du mot de passe pour des raisons de sécurité, mais on a quand même la possibilité de lister le contenu de ce fichier shadow, alors que user1 n'a pas le droit. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que user1, il a la possibilité de modifier son mot de passe. Allez, regardons un petit peu. User1, il a un mot de passe qui est ici. Je vais le laisser afficher. Imaginons que je change le mot de passe passwd. Alors, il faut que je prenne quelque chose d'assez compliqué. Mot de passe user1. Nouveau mot de passe. Ok, je viens de changer mon mot de passe en tant que user1. Si je regarde maintenant le contenu cat etc shadow, je fais un grep user1. Tout à l'heure, j'avais le mot de passe qui était ici $6, non, c'était celui-là, $6, $bx, ainsi de suite. On voit que le mot de passe, il a quand même complètement changé. Donc j'ai bien changé mon mot de passe alors que je n'ai pas accès au fichier etc shadow. C'est quand même bizarre. Comment pouvoir modifier un fichier alors qu'on n'y a pas accès? Si je regarde les permissions sur etc shadow, ls-l, on voit que le fichier etc shadow appartient bien à root, groupe propriétaire root, et que personne n'a aucune permission sur ce fichier-là. Alors c'est un peu un cas particulier, hein, parce que root, même s'il n'y a pas de permission, il a le droit de lire et d'écrire dans ce fichier-là. Mais quoi qu'il arrive, user1, lorsqu'il a fait sa modification de son mot de passe, il aurait jamais dû pouvoir écrire dans ce fichier-là. Comment ça fonctionne? On pourrait dire presque que c'est magique, mais non, en fait c'est scientifique. Pourquoi on arrive à écrire dans etc shadow? Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes, essayer de voir une solution. Ben, tout simplement, il faut aller voir la permission sur le fichier user bin. Alors, non, je sais plus où il est. Where is pass dans user bin password. Et on voit que le fichier user bin password, que l'exécutable, le programme user bin password, appartient à root et qu'il est setuid sur root. Donc lorsque j'utilise le programme passwd pour changer mon mot de passe, en fait, lorsque je fais la modification, je ne suis pas l'utilisateur courant, mais je suis le propriétaire de ce fichier, donc root. Ok, maintenant que le fonctionnement du setuid sur un fichier est bien assimilé, on peut revenir au cours. Donc on vient de faire notre démo. Que se passe-t-il lorsque l'on place la permission setGID sur un fichier, toujours pareil, sur un fichier exécutable? On peut s'en douter, hein, pas besoin d'avoir fait Polytechnique, mais bon, je vais quand même rappeler, le fonctionnement est quasi identique à celui du setUserID, mais pour le groupe. Imaginons un programme sur lequel on a placé la permission setGID. Lorsqu'on exécute ce programme, le système lance le programme avec comme groupe le groupe propriétaire du fichier. Sans le setGID, le système aurait lancé le programme avec le groupe primaire de l'utilisateur en cours. Bon, on vient de voir le fonctionnement des permissions setuid et setGID lorsqu'on les place sur des fichiers exécutables. Intéressons-nous maintenant au comportement de ces permissions lorsqu'on va les placer sur un dossier. On va voir que l'on a une bonne surprise. Le fonctionnement peut être résumé de la façon suivante. Lorsqu'un fichier ou un dossier est créé dans un dossier portant le droit SGID, donc on imagine on a un dossier qui porte le droit SGID, à l'intérieur on crée un fichier, alors ce fichier se verra attribuer par défaut le groupe du répertoire. On peut dire que l'on a une fonctionnalité d'héritage, tout de moins pour le groupe.